Tu sais ce qu'il y a de plus bizarre avec la vitesse de la lumière? Ce n'est pas la vitesse elle-même. C'est qu'Einstein a trouvé dans ses propres équations quelque chose qui permettrait théoriquement de voyager plus vite. Les mathématiques l'autorisent. Les physiciens l'ont calculé. Les équations sont d'accord. Mais voilà le piège. Chaque fois que quelqu'un essaie de transformer ces mathématiques en réalité, l'univers sort un nouvel obstacle, puis un autre, et encore un autre. Des propositions théoriques récentes suggèrent que l'espace-temps lui-même pourrait être comprimé et étiré de manière qui transporterait un vaisseau spatial à travers l'univers sans violer une seule loi de la physique. Ça ressemble à une percée, non? Sauf que ces solutions introduisent des contraintes si sévères que la limite de vitesse originale paraît triviale en comparaison. Ce que les scientifiques ont découvert révèle quelque chose de profond sur l'architecture même de la réalité. Si tu veux comprendre pourquoi l'univers garde sa limite de vitesse avec une telle férocité, installe-toi confortablement. Ce sera un long voyage. Tu ne peux pas voyager plus vite que la lumière. Cette affirmation semble être une limitation technologique, comme dire qu'on ne peut pas construire un mouvement perpétuel ou voyager dans le passé. Mais la limite cosmique de vitesse fonctionne à un niveau fondamentalement différent de toute contrainte d'ingénierie que l'humanité ait jamais rencontrée. La vitesse de la lumière ne représente pas une barrière pour laquelle nous n'avons pas la technologie. Elle représente une propriété structurelle de la réalité elle-même, tissée dans le tissu de l'espace et du temps si complètement que le concept même de la dépasser contient des contradictions cachées que la plupart des gens n'examinent jamais. Comprendre pourquoi cette barrière existe nécessite de démonter les intuitions sur le mouvement qui ont parfaitement servi l'humanité pendant des millions d'années d'évolution, mais qui s'effondrent complètement quand on les applique aux vitesses extrêmes. Chaque supposition que tu as sur la vitesse, la distance et le temps se désintègre à mesure que les objets approchent 300 000 km par seconde. Les règles ne changent pas parce que la physique devient compliquée à haute vitesse. Elles changent parce que les règles simples que nous pensions régir le mouvement ont toujours été des approximations, valables uniquement pour le monde lent, où s'est développée l'expérience humaine. L'histoire commence en 1905, quand un employé de bureau des brevets de 26 ans en Suisse publia 4 articles qui démolirent plus de 2 siècles de physique newtonienne. Albert Einstein ne s'était pas lancé à la découverte d'une limite cosmique de vitesse. Il s'était lancé pour résoudre une contradiction qui tourmentait les physiciens depuis des décennies. Les équations de l'électromagnétisme semblaient attribuer à la lumière une vitesse spéciale, indépendamment du mouvement de l'observateur. Et cela violait tout ce que Newton avait enseigné sur la relativité du mouvement. La physique de Newton avait un sens parfaitement intuitif. Si tu lances une balle vers l'avant depuis un train en marche, la vitesse de la balle par rapport au sol égale ta vitesse de lancer plus la vitesse du train. Les vitesses s'additionnent simplement. Une personne sur le quai voit la balle voler plus vite que toi parce qu'elle voit ton mouvement et celui de la balle combiné. Cette addition des vitesses fonctionne parfaitement pour tout ce que les humains expérimentent dans la vie quotidienne. Mais les équations de Maxwell pour les ondes électromagnétiques ne contenaient aucune disposition pour cette simple addition. La vitesse de la lumière apparaissait comme une constante, environ 299 792 km par seconde, sans référence au mouvement de sa source ou de l'observateur. Les expériences confirmèrent cette prédiction bizarre. Peu importe à quelle vitesse tu te déplaçais vers un rayon de lumière, tu mesurais toujours la même vitesse pour cette lumière. C'était comme si tu ne pouvais jamais combler l'écart entre toi et un photon qui s'enfuit, peu importe la vitesse à laquelle tu le poursuivais. Imagine ça comme ceci. Tu cours vers une voiture qui arrive. Le bon sens te dit que la voiture s'approche de toi plus vite de ta perspective que de celle de quelqu'un qui reste immobile. Maintenant, remplace la voiture par un rayon de lumière. Cours vers lui à la moitié de la vitesse de la lumière. La lumière s'approche toujours de toi à exactement 300 000 km par seconde. Reste immobile et elle s'approche à la même vitesse. Fuis-la à 99% de la vitesse de la lumière
et elle te rattrape toujours exactement à cette même vitesse. Ce n'est pas intuitif, c'est bizarre. Et c'est confirmé expérimentalement au-delà de tout doute raisonnable. Einstein résolut cette contradiction par une proposition radicale. La vitesse de la lumière n'est pas simplement une constante mesurée, mais une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. Tous les observateurs, quel que soit leur mouvement, doivent mesurer la même vitesse pour la lumière parce que l'espace et le temps eux-mêmes s'ajustent pour garantir ce résultat. Les conséquences se propagèrent en cascade à travers la physique, comme des dominos qui tombent. Si la vitesse de la lumière reste constante pour tous les observateurs, alors quelque chose d'autre doit céder. Ce quelque chose s'avéra être nos concepts intuitifs de simultanéité et de distance absolue. Einstein démontra mathématiquement que les observateurs en mouvement relatif expérimentent le temps s'écoulant à des rythmes différents. Des événements qui semblent simultanés pour un observateur se produisent à des moments différents, pour un autre observateur se déplaçant relativement au premier. Ce n'était pas un argument philosophique sur la perception, c'était une nécessité mathématique découlant de la constance de la vitesse de la lumière. La relativité restreinte montra que le temps et l'espace ne sont pas une scène séparée et immuable sur laquelle les événements physiques se déroulent. Ils forment une structure unifiée à 4 dimensions appelée espace-temps. Et cette structure se transforme de manière spécifique selon la vitesse relative entre les observateurs. Réfléchis à ce que cela signifie pour ton expérience quotidienne. Toi et une amie synchronisez vos montres et elle monte à bord d'un vaisseau spatial. Elle accélère à haute vitesse et voyage vers une étoile lointaine avant de revenir. Quand elle atterrit, vos montres ne sont plus d'accord. Sa montre indique moins de temps écoulé. Elle a vieilli moins que toi. Ce n'est pas un tour de magie ni une illusion. Le temps lui-même s'est écoulé plus lentement pour elle, parce qu'elle se déplaçait à haute vitesse relativement à toi. Les conséquences pour les voyages à haute vitesse se révélèrent dévastatrices. À mesure qu'un objet accélère vers la vitesse de la lumière, sa masse augmente effectivement du point de vue des observateurs extérieurs. Ce n'est pas de la masse ajoutée de quelque part. Cela reflète la relation entre l'énergie et la masse dans la relativité. L'énergie cinétique injectée pour accélérer l'objet contribue à sa masse effective, rendant toute accélération supplémentaire de plus en plus difficile. Les mathématiques décrivent une courbe qui tend asymptotiquement vers l'infini. À mesure que la vitesse approche celle de la lumière, l'énergie requise pour une accélération supplémentaire monte vers des valeurs infinies. Accélérer n'importe quel objet ayant une masse à exactement la vitesse de la lumière nécessiterait plus d'énergie qu'il n'en existe dans l'univers observable. Ce n'est pas une limitation technologique en attente de meilleurs moteurs. C'est une impossibilité mathématique inscrite dans la structure de l'espace-temps. Regarde ce qui se passe quand un vaisseau spatial approche 90% de la vitesse de la lumière. Du point de vue des observateurs sur Terre, les horloges du vaisseau ralentissent. Le temps à bord s'écoule à environ la moitié de la vitesse de ceux qui regardent depuis chez eux. Le vaisseau semble comprimé dans la direction du mouvement. Sa masse effective a considérablement augmenté. La facture énergétique pour l'accélération a déjà énormément grimpé, à 99% de la vitesse de la lumière. Maintenant, les horloges du vaisseau tournent à environ 1/7 de la vitesse terrestre. La masse a été multipliée par 7. Les coûts énergétiques de chaque incrément supplémentaire de vitesse ont énormément augmenté comparé aux vitesses plus basses. Passer de 99% à 99,9% nécessite plus d'énergie que passer de 0 à 99%. À 99,9% de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps atteint un facteur de 22. L'énergie requise pour une accélération supplémentaire est devenue stupidement grande. Des étoiles ont brûlé pendant des millions d'années et produit moins d'énergie qu'il n'en faudrait pour pousser un vaisseau spatial ces dernières fractions vers la vitesse de la lumière. À 99,999%,
les facteurs dépassent 700. Le budget énergétique épuiserait la puissance stellaire. Des soleils entiers, convertis complètement en propulsion, se révéleraient insuffisants. Et pourtant, la vitesse de la lumière reste inatteignable, asymptotiquement hors de portée pour toujours. Cette barrière asymptotique signifie qu'accélérer à travers la vitesse de la lumière n'est pas seulement difficile, mais définitivement impossible dans le cadre de la relativité restreinte. La barrière n'est pas un mur que tu pourrais théoriquement percer avec assez d'énergie. La barrière est une propriété de la façon dont l'espace et le temps se rapportent l'un à l'autre. À mesure que tu approches de la limite, les concepts mêmes de distance et de temps se tordent autour de toi de manière qui empêche la limite d'être jamais franchie. Imagine essayer d'atteindre une cible qui s'éloigne de toi plus vite que tu ne t'en rapproches. Chaque pas en avant fait reculer la cible de plus d'un pas. Tu peux t'en approcher indéfiniment sans jamais y arriver. La vitesse de la lumière fonctionne de manière similaire. À mesure que tu accélères vers elle, les exigences énergétiques montent si dramatiquement que l'atteindre nécessiterait une énergie infinie, une quantité qui n'existe pas. Mais les conséquences vont au-delà des exigences énergétiques. La relativité restreinte démontre aussi que voyager plus vite que la lumière violerait la causalité, l'ordre fondamental de cause et d'effet qui rend la physique cohérente. Et cela nécessite de comprendre comment la relativité traite le concept de simultanéité. Dans notre expérience quotidienne, deux événements se produisent, soit en même temps, soit non. Cela semble être un fait objectif sur l'univers, indépendant de tout observateur. Einstein montra que cette intuition est fausse. Des événements qui semblent simultanés dans un référentiel se produisent à des moments différents dans des référentiels se déplaçant relativement au premier. L'ordre des événements dans le temps dépend de la vitesse à laquelle l'observateur se déplace. Cela semble abstrait jusqu'à ce que tu considères des exemples concrets. Imagine deux éclairs qui frappent aux extrémités opposées d'une gare simultanément du point de vue de quelqu'un debout au milieu du quai. Un passager dans un train traversant la gare à grande vitesse voit quelque chose de différent. Parce que le train se déplace vers un éclair et s'éloigne de l'autre, la lumière des impacts atteint les yeux du passager à des moments différents. Et voici le point crucial. Du référentiel du passager, ces éclairs ont effectivement frappé à des moments différents. Aucun des deux observateurs n'a tort. La simultanéité elle-même dépend du mouvement. Cette relativité de la simultanéité a une conséquence remarquable pour les événements séparés par des intervalles spatiaux, c'est-à-dire les événements qui sont suffisamment éloignés les uns des autres pour que la lumière ne puisse pas voyager entre eux dans le temps qui les sépare. Différents observateurs peuvent être en désaccord sur quel événement s'est produit en premier. Certains observateurs peuvent voir l'événement A avant l'événement B. D'autres peuvent voir B avant A. Personne n'a tort. L'ordre temporel des événements séparés dans l'espace dépend vraiment du mouvement de l'observateur. Maintenant, imagine un signal plus rapide que la lumière reliant deux événements distants. Pour certains observateurs, ce signal voyagerait vers l'avant dans le temps, de l'émetteur au récepteur. Mais pour d'autres observateurs dans différents référentiels, ce même signal voyagerait en arrière, dans le temps, du récepteur à l'émetteur. Les mathématiques ici ne laissent aucune ambiguïté. Si une communication plus rapide que la lumière existe, certains observateurs voient nécessairement des signaux arriver avant qu'ils ne soient envoyés. Et cela devient catastrophique quand on combine les perspectives de plusieurs observateurs. En utilisant des signaux plus rapides que la lumière, tu pourrais théoriquement construire des scénarios où des informations sur ton propre futur t'arrivent avant que ce futur ne se produise. Tu pourrais recevoir des messages t'avertissant de ne pas envoyer le même message qui a déclenché cet avertissement. Considère un scénario concret. Tu envoies un message plus rapide que la lumière à un ami sur une planète lointaine. De ton référentiel, ce message voyage vers l'avant dans le temps, mais plus vite que la lumière. Ton ami le reçoit et envoie immédiatement une réponse en utilisant une autre méthode plus rapide que la lumière. De certains référentiels, cette réponse voyage en arrière dans le temps. La réponse arrive sur Terre,
avant que tu n'aies envoyé ton message original. Maintenant, tu sais quel message tu vas envoyer avant de décider de l'envoyer. Tu pourrais décider de ne pas l'envoyer en te basant sur la réception de la réponse. Mais si tu n'as pas envoyé le message original, comment ton ami aurait-il su qu'il devait répondre? Ces paradoxes ne sont pas de simples puzzles philosophiques. Ils représentent de véritables conséquences mathématiques de la relativité restreinte. Si les effets peuvent précéder les causes, toute la structure de la loi physique s'effondre. La prédiction devient impossible. Le passé devient aussi incertain que l'avenir. La séquence ordonnée d'événements qui permet à l'univers d'avoir une histoire significative se dissout dans le chaos. La vitesse de la lumière fonctionne donc non seulement comme une limite de vitesse, mais comme un mécanisme de préservation de la causalité. Elle garantit que la cause précède toujours l'effet pour tous les observateurs. Elle maintient la structure logique qui rend la physique possible. La violer ne briserait pas seulement un record, mais menacerait de briser l'ordonnancement cohérent des événements qui permet à l'univers d'avoir une histoire significative. Ce n'est pas de la permissivité, mais de la praticité inversée. La relativité restreinte n'interdit pas les voyages plus rapides que la lumière uniquement à cause des coûts énergétiques. Elle révèle que le concept même contient des contradictions cachées sur la nature de la causalité et l'ordre temporel qui le rendent logiquement problématique. Complètement à part de tout défi d'ingénierie, la limite de vitesse semble être tissée dans la réalité au niveau le plus profond. Elle émerge non pas comme une règle arbitraire imposée de l'extérieur, mais comme une conséquence nécessaire de la façon dont l'espace et le temps se rapportent l'un à l'autre. L'univers n'est pas une scène où les événements se produisent selon des règles externes. L'univers est une structure dont la géométrie détermine quels événements sont possibles. Voyager plus vite que la lumière n'est pas interdit par une loi. C'est exclu par la nature même de l'espace-temps. Et pourtant, quelque chose de remarquable s'est produit 11 ans après qu'Einstein eut publié la relativité restreinte. En 1916, Einstein acheva un cadre théorique beaucoup plus ambitieux, appelé relativité générale. Cette nouvelle théorie décrivait la gravité non pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps causée par la matière et l'énergie. La présence de matière déforme la géométrie de l'espace et du temps, et d'autres matières se déplacent sur des trajectoires courbes dans cette géométrie déformée, ce que nous percevons comme l'attraction gravitationnelle. Imagine une lourde boule de bowling posée sur une surface en caoutchouc tendu. La boule crée une dépression dans la surface. Une bille roulant sur la surface s'incurve vers la boule de bowling. Non pas parce que la boule l'attirerait, mais parce que la surface elle-même est courbée. La bille suit la trajectoire la plus droite possible à travers un terrain courbé, qui se trouve se courber vers l'objet massif. C'est ainsi que fonctionne la gravité selon la relativité générale. La matière courbe l'espace-temps et d'autres matières suivent des trajectoires courbes à travers cette géométrie courbée. La relativité générale conserva tout ce que la relativité restreinte avait établi sur la limite cosmique de vitesse. Rien ne peut se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière. Les contraintes de causalité s'appliquent toujours aux objets voyageant à travers l'espace-temps. Mais la relativité générale introduisit une distinction cruciale qui allait devenir la base de toutes les spéculations ultérieures sur les voyages plus rapides que la lumière. Alors que les objets ne peuvent pas se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière, l'espace-temps à travers lequel ils se déplacent n'a aucune telle restriction. L'espace lui-même peut s'étendre ou se contracter à n'importe quelle vitesse. Pendant l'inflation cosmique, dans la première fraction de seconde après le Big Bang, l'espace s'est étendu si rapidement que des régions initialement voisines se sont retrouvées séparées par des distances bien plus grandes que ce que la lumière aurait pu parcourir en ce temps. Cette expansion n'a pas violé la relativité, parce que rien ne se déplaçait à travers l'espace plus vite que la lumière. L'espace lui-même emportait tout avec lui en s'étendant. Aujourd'hui, les galaxies au bord de l'univers observable s'éloignent de nous à des vitesses dépassant la vitesse de la lumière.
La lumière qui a quitté ces galaxies, il y a des milliards d'années, atteint seulement maintenant la Terre, parce que l'espace entre nous et elle s'est étendu pendant tout ce temps. Ces galaxies lointaines ne se déplacent pas à travers l'espace à des vitesses superluminiques. L'espace entre nous et elles s'étend, et l'effet cumulatif de cette expansion sur des milliards d'années-lumière produit des vitesses de récession dépassant 300 000 km par seconde. Cette distinction entre le mouvement à travers l'espace et le fait d'être emporté par l'espace en expansion n'est pas une technicité. Elle représente une propriété fondamentale de la physique relativiste générale. Une fourmi marchant sur un ballon qui gonfle se déplace sur la surface du ballon à la vitesse de fourmi. Mais des points sur la surface du ballon peuvent s'éloigner les uns des autres plus vite que la fourmi ne pourrait jamais marcher, parce que le ballon lui-même grandit. La fourmi respecte sa limite de vitesse, tandis que le ballon ne viole rien en s'étendant à n'importe quelle vitesse. Et cela ouvrit une porte que les physiciens n'ont pas pleinement explorée pendant presque 8 décennies après qu'Einstein eut publié sa théorie. Si l'espace peut s'étendre plus vite que la lumière et emporter des galaxies à des vitesses superluminiques par rapport à des observateurs lointains, ne serait-il pas possible de construire une région locale de l'espace qui se déplace à travers l'univers plus large à des vitesses superluminiques? Pourrait-on créer une bulle d'espace plat incorporée dans une vague d'espace-temps en expansion et en contraction qui se propage à n'importe quelle vitesse? Les mathématiques l'autorisent. L'univers résiste, mais les mathématiques l'autorisent. Les propres équations d'Einstein, les équations de champ de la relativité générale, contiennent des solutions où des régions localisées de géométrie de l'espace-temps se déplacent à des vitesses non limitées par la barrière lumineuse. Ces solutions sont exactes, rigoureuses, mathématiquement autocohérentes. Elles ne violent pas la relativité générale. Elles l'exploitent. Comprendre ces solutions nécessite de saisir ce que la propulsion à distorsion propose réellement. L'idée n'est pas de déplacer un vaisseau spatial à travers l'espace à des vitesses superluminiques. Cela reste interdit par tout ce que la relativité restreinte a établi. Au lieu de cela, la proposition implique de créer une géométrie de l'espace-temps où l'espace se contracte devant le vaisseau spatial et s'étend derrière lui. Le vaisseau est assis dans une région plate de l'espace, n'expérimente aucune accélération, ne ressent aucune force, tandis que la géométrie déformée autour de lui se propage à travers l'univers à n'importe quelle vitesse. À l'intérieur de la bulle de distorsion, rien ne se déplace plus vite que la lumière par rapport à son environnement local. Le vaisseau spatial reste stationnaire par rapport à l'espace plat à l'intérieur de la bulle. Mais cette région plate incorporée dans la géométrie déformée environnante se déplace à travers l'univers plus large à des vitesses non limitées par la barrière lumineuse. Le vaisseau ne violerait jamais la limite de vitesse à travers l'espace. L'espace lui-même ferait le déplacement. Cela ne viole pas la limite, cela la déplace. La restriction de vitesse s'applique au mouvement à travers l'espace-temps, pas au mouvement de l'espace-temps lui-même. Les propositions de distorsion exploitent cette distinction pour réaliser un voyage superluminique effectif, sans que rien ne dépasse réellement la vitesse de la lumière par rapport à son environnement immédiat. C'est comme un surfeur sur une vague. Le surfeur ne se déplace pas dans l'eau plus vite que la vague elle-même. Mais la vague le transporte plus vite qu'il ne pourrait jamais nager. Le premier cadre mathématique rigoureux pour un tel concept est apparu en 1994, quand le physicien Miguel Alcubierre publia un article qui allait devenir la base de toute recherche ultérieure sur la propulsion à toute distortion. Alcubierre montra que les équations de champ d'Einstein permettent une métrique, une description mathématique de la géométrie de l'espace-temps, correspondant exactement au type de bulle mobile décrite ci-dessus. Sa solution était à la fois élégante et dévastatrice. Élégante parce qu'elle démontrait que les voyages plus rapides que la lumière ne sont pas interdits par la relativité générale de la manière suggérée par la relativité restreinte. Dévastatrice parce que les exigences énergétiques pour une telle géométrie
impliquait des formes de matière qui n'existent peut-être pas, et des quantités d'énergie dépassant l'imagination pratique. La métrique d'Alcubierre décrit une région d'espace-temps plat, entourée d'une coquille de courbure intense. Devant cette région plate, l'espace se contracte. Derrière elle, l'espace s'étend. L'effet net propulse la région plate vers l'avant à travers l'univers plus large, tandis que tout à l'intérieur expérimente une normalité complète. De l'extérieur, les observateurs verraient quelque chose d'extraordinaire. Une telle bulle traverserait des distances interstellaires, en des temps qui sembleraient impossiblement courts aux observateurs extérieurs. Quand la bulle se dissiperait et que le vaisseau spatial émergerait, il aurait effectivement parcouru plus que ce qu'un signal lumineux aurait pu accomplir sur le même trajet à travers l'espace normal. Et pourtant, l'équipage n'aurait rien expérimenté d'inhabituel. Aucune accélération, aucune dilatation du temps au-delà de celle avec laquelle ils avaient commencé. Aucune force gravitationnelle écrasante. Ils auraient simplement été transportés par la géométrie de l'espace-temps lui-même. Des passagers sur une vague que l'espace crée et que l'espace porte vers l'avant. C'est de la permissivité, pas de la praticité. La relativité générale permet de telles géométries. Les équations d'Einstein les acceptent comme des solutions valides. Mais permettre quelque chose mathématiquement est énormément différent de le permettre physiquement. Les équations du mouvement permettent de nombreuses configurations que la nature ne réalise jamais. La question n'est pas de savoir si les mathématiques fonctionnent, mais si l'univers fournit un moyen de créer réellement de telles configurations. Mais avant d'explorer ces exigences et pourquoi elles importent, nous devons comprendre ce qui fait fonctionner la métrique d'Alcubierre à un niveau plus profond. Qu'est-ce que cela signifie de comprimer l'espace devant un vaisseau et de l'étendre derrière? Comment une géométrie de l'espace-temps courbé produit-elle du mouvement sans accélération? Et pourquoi cette configuration contourne-t-elle les problèmes de causalité qui condamnent les concepts superluminiques naïfs? Ces questions mènent au cœur de la géométrie relativiste générale, où l'intuition échoue encore plus complètement que dans la relativité restreinte. L'espace n'est pas un vide à travers lequel les objets se déplacent. L'espace est un milieu dynamique qui peut être étiré, comprimé et courbé par la présence de matière et d'énergie. Et ce milieu dynamique pourrait être manipulé, au moins mathématiquement, en configurations qui rendent l'impossible simplement improbable. Comprimer l'espace devant une bulle de distorsion signifie que les distances dans cette direction diminuent. Un voyage de 100 années-lumière pourrait impliquer de traverser seulement une petite quantité d'espace réel, si cet espace était suffisamment comprimé. La destination qui semblait impossiblement lointaine devient effectivement plus proche, parce que l'espace intermédiaire a été compressé en un volume plus petit. L'expansion derrière la bulle sert un but complémentaire, étirant l'espace que la bulle a déjà traversé, de sorte que le point de départ recule rapidement. De l'extérieur de la bulle, les observateurs verraient quelque chose de remarquable. Un vaisseau spatial quittant la Terre semblerait s'étirer et se flouter en entrant dans le champ de distorsion, sa lumière se décalant de plus en plus vers le rouge à mesure que la bulle accélère. Puis il disparaîtrait complètement quand la bulle atteindrait une vitesse superluminique. Aucune lumière de l'intérieur ne pourrait s'échapper pour atteindre les observateurs extérieurs une fois que la bulle se déplacerait plus vite que la lumière par rapport à son environnement. La bulle traverserait des distances interstellaires en ce qui semblerait être des temps arbitrairement courts aux observateurs extérieurs. Un voyage vers Alpha du Centaure pourrait prendre des jours ou des heures, du point de vue de ceux qui regardent depuis la Terre, selon la vitesse à laquelle la bulle se propage. Quand la bulle s'arrêterait et que le vaisseau spatial émergerait, il aurait voyagé plus vite que n'importe quel signal lumineux qui aurait pu faire le même trajet à travers l'espace normal. Et pourtant, rien à l'intérieur de la bulle n'aurait jamais dépassé la vitesse de la lumière par rapport à son environnement local. Le vaisseau spatial était assis immobile par rapport à l'espace plat à l'intérieur de la bulle de distorsion. Les astronautes à bord n'auraient ressenti aucune accélération.
n'auraient expérimenté aucune dilatation du temps au-delà de celle avec laquelle ils avaient commencé, n'auraient détecté aucune force inhabituelle. Ils auraient simplement été transportés par la géométrie de l'espace-temps lui-même, des passagers sur une vague que l'espace crée et que l'espace porte vers l'avant. C'est ce qui distingue les propositions de distorsion des concepts superluminiques naïfs. La limite de vitesse s'applique au mouvement à travers l'espace-temps. Elle ne s'applique pas à la propagation de la géométrie de l'espace-temps elle-même. Tout comme l'expansion cosmique emporte des galaxies lointaines loin de nous à des vitesses de récession superluminique sans que rien ne se déplace à travers l'espace plus vite que la lumière, une bulle de distorsion transporterait son contenu à travers le cosmos tout en respectant toutes les restrictions de vitesse locale. Les mathématiques l'autorisent. La métrique d'Alcubierre est une solution exacte des équations de champ d'Einstein. Elle n'approxime ni ne contredit la relativité générale. Elle exploite la relativité générale, utilisant la propre structure de la théorie pour construire des géométries qui réalisent un voyage superluminique effectif par des moyens que la théorie permet. Les équations acceptent cette solution aussi volontiers qu'elles acceptent les solutions pour les trous noirs ou l'univers en expansion. Mais après avoir écrit la géométrie requise, Alcubierre fit un calcul qui allait hanter la recherche sur la propulsion à distorsion pendant des décennies. Il substitua sa métrique dans les équations d'Einstein et résolut pour la distribution de matière qui créerait une telle géométrie. La question était simple. Quel genre de choses aurais-tu besoin pour créer une bulle de distorsion? La réponse s'avéra dévastatrice. La bulle de distorsion nécessite une densité d'énergie négative, pas une faible énergie, pas une énergie nulle, une énergie négative, une quantité inférieure au vide de l'espace vide. Cette matière exotique devrait avoir des propriétés gravitationnelles opposées à tout ce que nous avons jamais observé. La matière normale provoque une courbure de l'espace-temps dans une direction, créant la gravité attractive que nous expérimentons chaque jour. La matière exotique à énergie négative courberait l'espace-temps dans la direction opposée, créant une répulsion gravitationnelle. Pour comprendre pourquoi cela importe, considère ce que la géométrie de la bulle de distorsion exige. Comprimer l'espace devant la bulle nécessite quelque chose qui pousse l'espace ensemble par l'avant. L'expansion derrière nécessite quelque chose qui tire l'espace en l'écartant par l'arrière. La matière normale ne peut pas faire cela. La matière normale crée une gravité attractive qui travaillerait contre la géométrie désirée. Seule une matière à densité d'énergie négative pourrait produire les effets gravitationnels répulsifs nécessaires pour comprimer l'espace à l'avant et l'étendre à l'arrière. La physique de l'énergie négative n'est pas entièrement inconnue. La mécanique quantique prédit que certaines configurations peuvent produire des régions de densité d'énergie négative. L'effet Casimir fournit l'exemple le plus clair. Quand tu places deux plaques métalliques non chargées et parallèles extrêmement proches l'une de l'autre dans le vide, elles subissent une force attractive, les poussant l'une vers l'autre. Cette force naît parce que les fluctuations quantiques du vide entre les plaques sont contraintes par rapport aux fluctuations à l'extérieur. La contrainte crée une région entre les plaques avec une énergie légèrement négative comparée au vide environnant. Cet effet a été mesuré et confirmé expérimentalement. Mais il y a un gouffre énorme entre les petites densités d'énergie négative réalisables par des effets quantiques connus et les quantités requises pour une bulle de distorsion fonctionnelle. L'effet Casimir produit des densités d'énergie négative de l'ordre de quelques millionièmes de joules par mètre cube. Les calculs originaux d'Alcubierre suggéraient que le champ de distorsion nécessiterait une énergie négative équivalente à l'énergie de masse d'une étoile. Convertir cela en unité ordinaire donne un nombre avec plus de zéros qu'on ne peut confortablement en mettre sur une page. Les raffinements ultérieurs réduisirent quelque peu cette estimation. Les physiciens découvrirent que la géométrie de la bulle de distorsion pouvait être optimisée pour réduire les besoins énergétiques. Des parois de bulles plus minces nécessitaient moins de matière exotique. Certaines formes s'avérèrent plus efficaces que d'autres.
Mais même les calculs optimistes exigent des quantités d'énergie négatives qui dépassent de loin tout ce que la mécanique quantique pourrait fournir. Les améliorations firent passer les exigences de masse stellaire à des masses planétaires, à peut-être des masses de montagne, toujours impossiblement hors de portée. De plus, les effets quantiques qui produisent de l'énergie négative viennent avec des restrictions strictes qui semblent être fondamentales. Les inégalités quantiques découvertes par le physicien Lawrence Ford et d'autres démontrent que les densités d'énergie négative doivent être compensées par des densités d'énergie positive à proximité. La nature semble exiger que toute énergie négative soit remboursée avec intérêt. Plus la densité d'énergie dans une région est négative, plus courte est la durée pendant laquelle elle peut persister avant que l'énergie positive ne doive compenser. Plus la région d'énergie négative est grande, plus l'énergie positive doit apparaître quelque part à proximité. Ces contraintes semblent empêcher des régions macroscopiques de densité d'énergie négative permanente d'exister. Tu peux emprunter de l'énergie négative au vide quantique, mais le prêt est dû presque immédiatement et avec des intérêts élevés. Les mathématiques l'autorisent. L'univers résiste. La propulsion à distorsion fait donc face à sa première couche d'impossibilité. La géométrie est mathématiquement valide. Les équations d'Einstein l'acceptent sans objection. Mais produire cette géométrie nécessite de la matière avec des propriétés qui n'existent peut-être pas en quantité ou configuration suffisante. La matière exotique nécessaire semble violer les inégalités quantiques qui régissent comment l'énergie négative peut se manifester dans la réalité physique. Cette distinction entre permissivité mathématique et faisabilité physique ne peut être suffisamment soulignée. La relativité générale est une théorie permissive. Ces équations acceptent de nombreuses solutions qui décrivent des scénarios physiquement irréalisables. Des solutions avec voyage dans le temps existent en relativité générale. Des géométries reliant des régions distantes de l'univers par des raccourcis appelés trous de verre existent comme solutions valides. Des configurations où l'espace tourne et permet des courbes temporelles fermées, des chemins à travers l'espace-temps qui reviennent dans leur propre passé, existent mathématiquement. Toutes sont mathématiquement cohérentes avec les équations de champ. Aucune n'implique que la réalité physique contient effectivement de telles structures ou que l'ingénierie pourrait les créer. La métrique d'Alcubierre appartient à cette catégorie de solutions que les mathématiques permettent, mais que la physique peut interdire. Elle démontre que la relativité générale n'interdit pas fondamentalement les voyages superluminiques effectifs de la manière suggérée par la relativité restreinte. Mais elle se heurte immédiatement à des contraintes physiques qui peuvent être tout aussi insurmontables. C'est de la permissivité, pas de la praticité. Au-delà du problème de la matière exotique, les analyses ultérieures révélèrent d'autres barrières qui compliquent la difficulté. Et c'est là que tu pourrais penser que si nous résolvons le problème de la matière exotique, le chemin s'ouvre. Sauf que quelque chose de troublant s'est révélé. L'exigence de matière exotique gardait en fait d'autres problèmes, pire, sous contrôle. La bulle de distorsion crée un horizon autour de son contenu similaire à l'horizon des événements d'un trou noir. Cet horizon sépare l'intérieur plat de l'extérieur déformé de manière qui contraignent sévèrement la communication et le contrôle. Considère le défi du pilotage. Le vaisseau spatial à l'intérieur de la bulle de distorsion ne peut pas envoyer de signaux à la paroi de la bulle pour ajuster sa direction. Pourquoi pas? Parce que les signaux de l'intérieur ne peuvent pas atteindre la région déformée devant la bulle. Cette région est effectivement superluminique par rapport à l'intérieur. Les signaux lumineux du vaisseau spatial courent vers la paroi de la bulle, à 300 000 km par seconde. Mais la paroi devant eux recule plus vite que la lumière. Les signaux ne rattrapent jamais. La bulle continue sur sa trajectoire initiale sans possibilité de correction de cap. Une fois que la bulle se forme et commence à se propager, son contenu est engagé sur n'importe quel chemin qui a été établi au départ. La navigation devient impossible. Si un obstacle apparaît, si la destination a bougé,
Si un ajustement quelconque est nécessaire, l'équipage n'a aucun moyen de l'effectuer. Ils sont prisonniers de la géométrie qu'ils ont créée. Le problème de l'arrêt s'avère tout aussi sévère. Comment une bulle de distorsion ralentit-elle? L'équipage ne peut pas manipuler la géométrie qui les entoure parce que leurs signaux ne peuvent pas l'atteindre. Ils ne peuvent pas envoyer d'instructions vers l'avant pour faire s'effondrer la bulle parce que vers l'avant est précisément la direction dont ils sont isolés. Un mécanisme quelconque devrait opérer de l'extérieur de la bulle. Mais organiser une telle intervention externe pour une bulle superluminique voyageant sur des distances interstellaires présente des impossibilités pratiques évidentes. Qui se positionnerait à la destination pour arrêter la bulle? Comment saurait-il quand elle arrive? Comment se coordonnerait-il avec l'équipage avec lequel ils ne peuvent pas communiquer? Chaque question révèle des problèmes plus profonds. L'isolement qui permet le voyage superluminique empêche aussi toute méthode raisonnable de contrôle de ce voyage. Ces problèmes de contrôle ne sont pas des défis d'ingénierie attendant des solutions intelligentes. Ils découlent de la géométrie fondamentale de la bulle de distorsion elle-même. Les mêmes propriétés qui permettent à la bulle de se propager à des vitesses superluminiques isolent son intérieur de toute capacité à influencer sa trajectoire ou sa vitesse. La physique qui permet le mouvement interdit son contrôle. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et les préoccupations de causalité reviennent aussi, malgré le respect local des limites de vitesse. Bien que rien à l'intérieur de la bulle ne se déplace plus vite que la lumière par rapport à l'espace-temps local, la bulle elle-même permet de voyager entre des points distants plus vite que des signaux lumineux ne le pourraient à travers l'espace normal. Et cela crée le même potentiel de paradoxes causaux qui condamne d'autres propositions superluminiques. Si le voyage en distorsion est possible, tu pourrais théoriquement voyager vers un lieu distant plus vite que la lumière, puis revenir par des moyens conventionnels avant qu'un signal lumineux de ton départ n'ait pu arriver. Tu reviendrais chez toi avant que la nouvelle de ton départ ne soit arrivée de certains référentiels. Tu reviendrais avant d'être parti. Ou tu pourrais utiliser une deuxième bulle de distorsion pour le voyage de retour, aggravant encore le paradoxe. Des trajets aller-retour à des vitesses superluminiques créent des scénarios où les effets précèdent les causes, où tu pourrais avertir ton passé de ne pas entreprendre le voyage. Les mêmes problèmes de boucle causale qui affligent tous les schémas de voyage superluminiques réapparaissent quand on les applique au voyage en distorsion entre des points distants. La propulsion à distorsion a intelligemment contourné la limite de vitesse locale. Elle n'a pas contourné les problèmes de causalité que le voyage superluminique crée inévitablement. Certains théoriciens ont proposé que la formation même de la bulle de distorsion pourrait empêcher ces paradoxes, peut-être par des effets de gravité quantique qui détruiraient toute bulle sur le point de créer une violation causale. L'univers pourrait se protéger du paradoxe par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. D'autres suggèrent que les bulles de distorsion ne pourraient être utilisables que le long de certains chemins qui ne permettent pas la construction de paradoxes, contraintes comme des rues à sens unique, pour empêcher les trajets circulaires, qui créent des contradictions. Ces propositions restent spéculatives et non résolues. Elles représentent des espoirs plutôt que des solutions. Le problème de la causalité reste une autre barrière dans une liste croissante de contraintes que le concept de distorsion doit surmonter. Les exigences énergétiques pour les bulles de distorsion ont été révisées à plusieurs reprises depuis l'article original d'Alcubierre. Chaque révision tentait de rapprocher les exigences impossibles de quelque chose de concevable. Le succès s'est avéré limité. Les estimations originales suggéraient que le champ de distorsion nécessiterait une énergie négative équivalente à l'énergie de masse de l'univers observable. Des travaux ultérieurs du physicien Chris van den Broek montrèrent qu'une géométrie intelligente pourrait réduire substantiellement cette exigence en rendant la bulle très petite de l'extérieur tout en maintenant une grande région plate à l'intérieur grâce à une courbure extrême de l'espace-temps. Le budget énergétique pouvait tomber à l'équivalent de masse de quelques masses solaires. Toujours impossiblement grand, mais un progrès.
Des calculs ultérieurs du physicien Harold White à la NASA suggérèrent que certaines configurations oscillantes pourraient ne nécessiter que quelques centaines de kilogrammes d'énergie négative. Cela ramena l'exigence de facteurs de milliards par rapport aux estimations originales. Si c'était vrai, cela rendrait le budget énergétique au moins discutable plutôt qu'évidemment absurde. Ces réductions, aussi dramatiques soient-elles, ne changent pas le problème fondamental. Même un seul kilogramme d'énergie négative dépasse par des facteurs énormes ce que toute physique connue peut fournir. Les effets quantiques qui produisent de l'énergie négative opèrent à des échelles des milliards de fois trop petites. L'effet Casimir génère des densités d'énergie négative mesurées en millionièmes de joules. Mettre à l'échelle ces effets à des quantités de l'ordre du kilogramme nécessiterait des technologies et une physique actuellement indiscernable de la magie. De plus, les estimations optimistes reposent sur des hypothèses concernant les configurations de bulles de distorsion, qui pourraient ne pas survivre à une analyse plus détaillée. Chaque réduction revendiquée a été contestée par d'autres chercheurs, qui identifient des facteurs négligés ou des erreurs de calcul. L'exigence énergétique minimale réelle reste incertaine et controversée. Ce qui est certain, c'est qu'elle dépasse de loin tout ce qui est réalisable par la physique connue. La propulsion alcubierre représente donc une preuve de concept plutôt qu'une proposition pratique. Elle démontre que la structure de la relativité générale permet des configurations qui réaliseraient un voyage superluminique effectif. Elle montre que la limite cosmique de vitesse n'est pas appliquée par la relativité générale de la manière absolue suggérée par la relativité restreinte. Mais elle ne démontre pas que de telles configurations peuvent être physiquement réalisées. La distance entre la permissivité mathématique et l'implémentation physique peut être infinie. Cela ne viole pas la limite, cela la déplace. L'exigence de matière exotique est une contrainte. Le contrôle et la navigation en présentent d'autres. La préservation de la causalité en ajoute encore. Chaque barrière se dresse indépendamment, et résoudre l'une ne résout pas automatiquement les autres. La détermination de l'univers à empêcher les voyages superluminiques effectifs se manifeste non pas comme un simple mur, mais comme un système défensif en couches. Et pourtant, l'exploration théorique continue. Les physiciens sont des créatures obstinées, et l'attrait du voyage superluminique motive des efforts persistants, malgré des déceptions répétées. Si la matière exotique à densité d'énergie négative ne peut pas être créée en quantité suffisante, d'autres approches pourraient-elles réaliser des effets géométriques similaires par d'autres moyens? L'espace-temps pourrait-il être courbé et manipulé par des mécanismes qui ne nécessitent pas d'énergie négative? Ces questions ont poussé la recherche qui allait finalement produire des raffinements tentant d'éliminer complètement l'exigence de matière exotique. Des propositions récentes ont prétendu construire des géométries de distorsion utilisant uniquement de l'énergie positive. La matière et l'énergie ordinaire qui remplissent notre univers. Ces affirmations ont généré de l'excitation et une couverture médiatique suggérant que des percées avaient été réalisées. De telles tentatives représentent la frontière de la théorie de la propulsion à distorsion, un domaine où la possibilité mathématique pousse contre la réalité physique avec une force toujours plus grande. Chaque solution proposée à un problème tend à révéler de nouveaux problèmes qui se cachaient sous la surface. L'univers semble garder sa limite de vitesse à travers des couches de contraintes, chaque brèche s'ouvrant sur des barrières plus profondes. Comprendre ces propositions récentes nécessite d'examiner ce qui se passe quand les physiciens tentent de construire des géométries de distorsion utilisant uniquement de l'énergie positive. Les résultats éclairent quelque chose de profond sur la relation entre les mathématiques et la réalité physique. Ils révèlent que la limite cosmique de vitesse n'est pas appliquée par une seule barrière, mais par un réseau interconnecté de contraintes, qui deviennent plus restrictives à mesure qu'on pousse plus fort contre l'une d'entre elles. Ce qui émerge des tentatives d'atteindre une géométrie de distorsion sans matière exotique n'est pas un chemin vers le voyage superluminique, mais une appréciation plus profonde de pourquoi un tel voyage semble être fondamentalement incompatible avec
La structure de la réalité physique. Le problème de la matière exotique semblait être le point unique de défaillance de la propulsion à distorsion. Résout ce problème, pensaient de nombreux physiciens, et le chemin vers le voyage superluminique s'ouvre. Cette hypothèse a motivé des décennies de travail théorique tentant de construire des géométries de distorsion, utilisant uniquement de l'énergie positive. Le type ordinaire de matière et d'énergie qui remplit notre univers. Ce que ces efforts ont révélé était quelque chose de plus sobre que l'impossibilité continue. Ils ont révélé que l'exigence de matière exotique gardait en fait d'autres problèmes, pires, sous contrôle. Imagine-le comme retirer un mur d'une maison pour créer un plan ouvert. Tu pourrais découvrir que ce mur était porteur et supportait tout le toit. Retire-le sans installer de supports alternatifs et la structure s'effondre. L'exigence de matière exotique fonctionne de manière similaire dans le cadre de la physique de la propulsion à distorsion. Elle représente une contrainte parmi beaucoup d'autres. Et la supprimer ne simplifie pas le problème, mais révèle plutôt des problèmes structurels plus profonds que la contrainte de matière exotique masquait d'une certaine manière. Des propositions théoriques récentes ont exploré diverses approches pour éliminer l'énergie négative des solutions de propulsion à distorsion. Certaines impliquent des géométries d'espace-temps modifiées qui redistribuent les exigences énergétiques à travers différentes configurations. D'autres explorent si les effets du vide quantique pourraient fournir la courbure nécessaire sans matière exotique. D'autres encore enquêtent sur si des théories modifiées de la gravité pourraient permettre des solutions de distorsion avec différentes contraintes énergétiques. Ces propositions doivent être comprises pour ce qu'elles sont. Des raffinements théoriques explorant les frontières mathématiques de la relativité générale, pas des percées rapprochant le voyage en distorsion de la réalité. Aucune ne démontre la faisabilité physique. La distinction importe énormément pour comprendre ce que ces propositions accomplissent réellement. Une classe de propositions implique ce que les physiciens appellent des propulsions à distorsion subliminale. Des géométries qui produisent des effets de distorsion à des vitesses inférieures à la barrière lumineuse. Ces solutions peuvent parfois être construites avec uniquement de l'énergie positive, évitant entièrement l'exigence de matière exotique. La logique semble prometteuse au début. Si tu peux construire une propulsion à distorsion lente avec de la matière ordinaire, peut-être que l'amélioration progressive permettra des vitesses superluminiques. Le problème est que la transition des configurations subliminales aux configurations superluminales n'est pas continue. Les géométries diffèrent de manière fondamentale, qui ne deviennent apparentes qu'à l'analyse détaillée. Une bulle de distorsion subliminale maintient une connexion causale entre son intérieur et l'espace environnant. Les signaux lumineux peuvent passer entre l'intérieur et l'extérieur. Le contrôle reste théoriquement possible. L'information peut circuler. Une bulle superluminale rompt cette connexion complètement, créant des structures d'horizon qui changent la physique de manière qui ne peuvent pas être lissées. L'intérieur de la bulle devient causalement isolé de tout ce qui est externe. Aucun signal de l'intérieur ne peut atteindre la frontière. Aucune influence externe ne peut affecter l'intérieur. Quels que soient les avantages énergétiques que les solutions subliminales puissent offrir, ils ne s'étendent pas au régime superluminal. Les mathématiques qui fonctionnent en dessous de la vitesse de la lumière échouent au-dessus. Construire une propulsion à distorsion lente ne t'apprend rien d'utile sur la construction d'une rapide parce que les deux problèmes sont fondamentalement différents. Ce n'est pas une question de degré, mais de nature. D'autres propositions ont exploré si des arrangements particuliers d'énergie positive pourraient produire la courbure de l'espace-temps nécessaire par un façonnage et un timing sophistiqués. Ces approches, parfois appelées solutions d'espace-temps d'ingénierie, tentent d'exploiter la nature non linéaire des équations d'Einstein pour réaliser des effets qui semblent nécessiter de la matière exotique dans des configurations plus simples. Les équations de champ d'Einstein sont hautement non linéaires, ce qui signifie que les combinaisons de solutions ne s'additionnent pas simplement comme des nombres. Deux champs gravitationnels combinés
produisent des effets dépassant la simple somme de leurs effets individuels. Cette non-linéarité crée une complexité mathématique, mais aussi une opportunité mathématique. Peut-être que des arrangements intelligents pourraient exploiter les effets non linéaires pour réaliser une géométrie de distorsion sans source d'énergie exotique. Les mathématiques semblent parfois coopérer avec de tels efforts. Certains arrangements de densité d'énergie positive peuvent produire des régions locales de l'espace qui se contractent ou s'étendent de manière rappelant ce qu'une bulle de distorsion nécessite. La contraction devant et l'expansion derrière peuvent être générées individuellement en utilisant une physique connue. Le défi réside dans l'orchestration de ces régions en une bulle de distorsion cohérente qui se déplace plus vite que la lumière tout en maintenant la stabilité. Quand les physiciens tentent cette orchestration, de nouvelles contraintes émergent inévitablement. Les configurations qui produisent une contraction locale tendent à nécessiter une expansion ailleurs. Les régions d'expansion nécessitent une contraction à proximité. Les flux d'énergie nécessaires pour maintenir la géométrie dynamique génèrent leurs propres effets gravitationnels qui interfèrent avec la configuration prévue. Chaque solution à un problème crée deux autres problèmes nécessitant des solutions. Une barrière particulièrement tenace implique la conjecture de protection chronologique de Hawking. Stephen Hawking proposa en 1992 que les lois de la physique conspirent pour empêcher la construction de machines à voyager dans le temps, même si des configurations spécifiques semblent les permettre. Bien que jamais rigoureusement prouvée comme théorème mathématique, la conjecture a accumulé un soutien théorique substantiel au cours de 3 décennies de recherche. Les tentatives de construire des courbes temporelles fermées, des chemins à travers l'espace-temps qui reviennent dans leur propre passé, se heurtent systématiquement à des instabilités qui semblent détruire la configuration avant que la violation causale ne puisse se produire. Les effets quantiques près de la région où les boucles temporelles devraient se former génèrent un rayonnement intense qui perturbe la géométrie. Les fluctuations du vide qui flottent normalement près du seuil de détection s'amplifient à une intensité destructrice, précisément là où la protection chronologique importe le plus. Les bulles de distorsion superluminale font face à des problèmes similaires parce qu'elles créent des préoccupations causales similaires. Une bulle permettant de voyager entre des points plus vite que la lumière ne pourrait le faire à travers l'espace normal crée implicitement un potentiel de violation causale. Voyage vers une étoile lointaine plus vite que la lumière. Reviens à une vitesse subluminale et tu peux arriver avant qu'un message de ton départ n'arrive. Le même aller-retour, utilisant 2 bulles de distorsion, rend le paradoxe encore plus aigu. Les mécanismes qui empêchent la formation de machines à voyager dans le temps pourraient déstabiliser les bulles de distorsion tentant un voyage superluminique par exactement la même physique. Les mathématiques peuvent permettre la géométrie, mais la physique quantique la détruit avant qu'elle ne puisse violer la causalité. L'univers semble défendre la causalité par des mécanismes redondants qui s'activent chaque fois que des configurations superluminales approchent de la formation. Les effets quantiques près de la frontière de la bulle fournissent le mécanisme le plus étudié de ce type. Les calculs montrent que la courbure extrême de l'espace-temps au bord de la bulle de distorsion générerait un rayonnement de Hawking intense. Ce rayonnement ressemble à celui que les trous noirs produisent à leurs horizons des événements, mais potentiellement beaucoup plus intense en raison des gradients de courbure extrêmes. Des particules seraient créées à partir du vide en quantité énorme à mesure que la frontière entre l'espace-temps normal et déformé se forme. Cette création de particules draine l'énergie de toute source, maintenant la configuration de distorsion. Pour les bulles superluminales, où les exigences énergétiques mettent déjà la crédibilité à rude épreuve, cette fuite supplémentaire pourrait être si sévère qu'elle détruit la bulle avant qu'elle n'atteigne son but prévu. Le rayonnement n'affaiblirait pas simplement la bulle. Il se concentrerait précisément dans les régions où la géométrie doit être maintenue le plus précisément. La couche frontière où l'espace passe de la contraction à plat à l'expansion représente la partie la plus délicate de la configuration.
Le rayonnement quantique attaquerait cette frontière préférentiellement, perturbant la structure là où la perturbation compte le plus. Le problème du rayonnement illustre un schéma qui se répète tout au long de la recherche sur la propulsion à distorsion. La relativité générale classique permet certaines configurations exotiques sans objections apparentes. Les équations de champ acceptent les géométries de distorsion comme des solutions valides. Mais la mécanique quantique impose ensuite des contraintes supplémentaires qui rendent ces configurations instables ou irréalisables. L'union de la théorie quantique et de la relativité générale, aussi incomplète que soit notre compréhension de la gravité quantique, ferme systématiquement les brèches que la physique classique seule laisse ouvertes. Ce schéma suggère qu'une théorie complète de la gravité quantique, que nous ne possédons pas encore, imposerait des contraintes encore plus strictes sur les configurations exotiques de l'espace-temps. Chaque fois que les physiciens ont combiné la mécanique quantique avec une autre branche de la physique, la combinaison s'est avérée plus restrictive que l'une ou l'autre théorie séparément. La gravité quantique ne devrait pas faire exception. Une autre classe de propositions récentes explore si des modifications de la relativité générale elle-même pourraient permettre des solutions de distorsion plus facilement gérables. Ces théories modifiées de la gravité introduisent des termes ou mécanismes supplémentaires dans les équations d'Einstein, souvent motivées par des tentatives d'expliquer l'énergie noire ou la matière noire sans invoquer de substances inconnues. Certaines de ces théories prédisent différentes relations entre l'énergie et la courbure de l'espace-temps qui pourraient favoriser la formation de bulles de distorsion. Dans le cadre de certains cadres gravitationnels modifiés, les géométries de distorsion pourraient nécessiter moins de matière exotique, ou pas du tout. Les mathématiques semblent soutenir cette possibilité assez élégamment dans certains cas. Des articles ont été publiés montrant que des modifications spécifiques de la relativité générale permettent des solutions de distorsion avec uniquement de l'énergie positive. Les titres ont proclamé des percées. L'excitation a été générée. Mais les théories modifiées de la gravité font face à leurs propres contraintes sévères, qui tempèrent tout enthousiasme. Elles doivent reproduire tous les succès prédictifs de la relativité générale, tout en permettant d'une manière ou d'une autre des configurations de distorsion que la relativité générale standard interdit. Cela s'avère extrêmement difficile en pratique parce que les modifications affectent tout, pas seulement les propulsions à distorsion. La relativité générale a été testée avec une précision extraordinaire dans de nombreux régimes. Les observations des ondes gravitationnelles de trous noirs en fusion correspondent aux prédictions d'Einstein avec une précision remarquable. Les corrections des satellites GPS dépendent de calculs relativistes généraux qui doivent être corrects à la nanoseconde près, sinon le système échoue. La précession de l'orbite de Mercure, un phénomène qui a dérouté les physiciens pendant des décennies avant Einstein, correspond exactement aux prédictions de la relativité générale. La courbure de la lumière des étoiles par le Soleil pendant les éclipses confirme l'interprétation géométrique de la gravité par la théorie. Toute théorie modifiée doit s'accorder avec la relativité générale standard dans tous ces régimes testés, tout en différant d'une manière ou d'une autre dans le régime spécifique pertinent pour les propulsions à distorsion. La modification doit être précisément ajustée pour n'affecter que les configurations qui n'ont jamais été testées, tout en laissant inchangées toutes les configurations qui l'ont été. Cela semble suspicieusement commode, comme proposer une loi de la physique qui s'applique partout, sauf là où on peut la vérifier. Les modifications qui permettent des solutions de distorsion plus faciles tendent aussi à prédire des différences observables dans d'autres contextes. Différentes vitesses de précession orbitale, différentes formes d'ondes gravitationnelles, différents angles de courbure de la lumière. Ces différences prédites auraient déjà été détectées si les modifications étaient réelles. Les expériences ne les ont pas détectées, contraignant les modifications dans des fenêtres de possibilités toujours plus étroites. Les théories qui survivent aux contraintes expérimentales tendent à reproduire les prédictions de la relativité générale, si étroitement qu'elles n'offrent aucun avantage pratique pour la construction de propulsions à distorsion.
La fenêtre des théories gravitationnelles modifiées viables, qui à la fois correspondent aux observations et permettent des solutions de distorsion plus faciles, semble infinitésimalement petite, si elle existe du tout. Les mathématiques l'autorisent. L'univers résiste par des contraintes expérimentales sur toute modification qui aiderait. Le problème de la focalisation de l'énergie présente une autre barrière fondamentale qui s'avère extrêmement difficile à contourner. La relativité générale exige que l'énergie focalise les géodésiques, les faisant converger les unes vers les autres. C'est pourquoi la matière cause une attraction gravitationnelle. C'est pourquoi les choses tombent. C'est pourquoi les étoiles s'effondrent quand elles épuisent leur carburant. La focalisation des géodésiques par une densité d'énergie positive représente l'une des propriétés les plus fondamentales de la théorie. Le théorème de focalisation contraint comment l'énergie peut être distribuée de manière qui contredisent directement la géométrie de la bulle de distorsion. Une bulle de distorsion nécessite un espace-temps qui défocalise les géodésiques devant la bulle, les écartant pour créer la contraction de l'espace qui comprime les distances à l'avant. Mais l'énergie positive focalise les géodésiques. Elle attire les choses ensemble plutôt que de les repousser. Cette défocalisation nécessite une énergie qui viole les conditions de focalisation standard, ce qui est une autre façon de dire qu'elle nécessite de la matière exotique à densité d'énergie négative. Le théorème de focalisation dit essentiellement que tu ne peux pas comprimer l'espace devant un objet en mouvement en utilisant uniquement de l'énergie positive. La géométrie exige physiquement quelque chose qui pousse plutôt qu'attire. Et l'énergie positive attire toujours. Les propositions pour éliminer la matière exotique doivent, d'une manière ou d'une autre, réaliser la défocalisation tout en respectant les conditions de focalisation auxquelles l'énergie positive obéit. Cela semble impossible à première vue, et l'analyse détaillée confirme l'apparente impossibilité. Tu ne peux pas faire en sorte que l'énergie positive se comporte comme de l'énergie négative par un arrangement intelligent, pas plus que tu ne peux faire couler l'eau vers le haut par une plomberie intelligente. Certains travaux théoriques ont exploré si les fluctuations du vide quantique pourraient réaliser la défocalisation nécessaire sans violer les conditions énergétiques classiques. L'effet Casimir démontre que la mécanique quantique peut produire de petites régions d'énergie négative, après tout. Peut-être que des arrangements sophistiqués d'états du vide quantique pourraient cumulativement produire la géométrie requise par des moyens quantiques plutôt que classiques. Les contraintes des inégalités quantiques découvertes par les physiciens Lawrence Ford et Thomas Roman ferment cette brèche avec une rigueur mathématique. Ces inégalités montrent que toute énergie négative produite par des effets quantiques doit être compensée par de l'énergie positive ailleurs, les exigences de compensation devenant plus strictes pour des régions plus grandes et des durées plus longues. Tu peux emprunter de l'énergie négative au vide quantique, mais la dette est due presque immédiatement et avec des intérêts. Plus la région d'énergie négative que tu crées est grande, plus d'énergie positive doit compenser quelque part à proximité. Plus longtemps tu essaies de maintenir l'énergie négative, plus vite les exigences de compensation augmentent. La nature impose une comptabilité stricte qui empêche les régions macroscopiques d'énergie négative de persister assez longtemps pour être utiles. Les quantités d'énergie négative réalisables par des effets quantiques connus sont en deçà des exigences de la propulsion à distorsion par des facteurs qui ne peuvent pas être surmontés par une ingénierie intelligente. L'écart n'est pas de quelques ordres de grandeur qu'une technologie améliorée pourrait combler. L'écart est de 20 ou 30 ordres de grandeur, comparable à la différence entre la masse d'un atome et la masse d'une planète. Aucune extrapolation plausible de la physique actuelle ne comble un tel écart. Des propositions théoriques récentes, certaines publiées ces dernières années seulement, ont prétendu construire des solutions de distorsion avec uniquement de l'énergie positive. Ces articles ont généré une couverture médiatique suggérant que des percées avaient été réalisées. Les titres ont annoncé que les scientifiques avaient trouvé un moyen de contourner le problème de la matière exotique. L'excitation a monté. L'espoir a grandi.
Une analyse minutieuse de ces propositions révèle un schéma qui caractérise la recherche sur la propulsion à distorsion depuis le début. Résoudre un problème en introduit d'autres qui peuvent être encore plus sévères. Les contraintes s'interconnectent de manière qui ne deviennent apparentes qu'à l'examen détaillé. Chaque victoire apparente se transforme en cendre à un examen plus approfondi. Une approche largement discutée implique des propulsions à distorsion à vitesse constante. Des configurations qui maintiennent une vitesse fixe plutôt que d'accélérer ou de décélérer. Ces solutions peuvent parfois être construites avec de l'énergie positive, évitant l'exigence de matières exotiques. Les mathématiques fonctionnent proprement. La géométrie est cohérente. Les conditions énergétiques sont satisfaites. Le piège est que de telles bulles devaient avoir toujours existé et doivent continuer à exister pour toujours. Elles ne peuvent pas être créées à partir d'un espace plat, en utilisant de l'énergie positive. Elles ne peuvent pas être dissoutes pour redevenir de l'espace plat en utilisant de l'énergie positive. Elles représentent des caractéristiques éternelles de la géométrie de l'espace-temps qui soit existent depuis le début des temps, soit n'existent pas du tout. Cela pourrait sembler un détail technique mineur, mais cela représente une barrière pratique fondamentale. Une bulle de distorsion qui ne peut pas être créée ou arrêtée n'est pas un système de transport. C'est une caractéristique permanente de la géométrie de l'espace-temps qui soit existe quelque part dans l'univers, soit non. Même si de telles bulles existaient naturellement, peut-être formées pendant l'inflation cosmique ou par d'autres processus cosmologiques, nous ne pourrions pas en construire une pour nous transporter entre les étoiles. Nous ne pourrions qu'espérer en trouver une et d'une manière ou d'une autre monter à bord sans pouvoir l'arrêter à notre destination. Les solutions à vitesse constante ne peuvent pas non plus accélérer ou décélérer. Elles se déplacent à une vitesse fixe pour toujours. Une bulle se déplaçant à 10 fois la vitesse de la lumière vers alpha du Centaure continuerait au-delà d'alpha du Centaure à 10 fois la vitesse de la lumière, ne s'arrêtant jamais, ne ralentissant jamais, transportant ses passagers dans un voyage infini à travers le cosmos. C'est de la permissivité, pas de la praticité, poussée à des extrêmes absurdes. Une autre approche implique des solutions solitoniques, des géométries de distorsion auto-entretenues qui conservent leur forme en se propageant comme des vagues qui ne se dispersent jamais. Ces solutions résolvent élégamment certains défis mathématiques. Le soliton se maintient par sa propre dynamique interne, ne nécessitant aucun support externe une fois établi. La géométrie est stable contre les petites perturbations. Les mathématiques ont une beauté esthétique, mais les solutions solitoniques se heurtent aux mêmes barrières pratiques que les configurations à vitesse constante. Créer un soliton à partir d'un espace plat, l'accélérer à des vitesses utiles, le diriger vers une destination et l'arrêter à l'arrivée nécessitent tous des opérations que l'énergie positive seule ne peut pas effectuer. Le soliton existe comme un objet mathématique d'une élégance remarquable, que la réalité physique ne peut pas instancier à partir de rien. Le problème de la stabilité complique ces difficultés de manière qui deviennent plus sévères à mesure que les solutions gagnent en sophistication. Les géométries de distorsion existent dans un équilibre délicat, même quand elles sont mathématiquement valides. Les petites perturbations tendent à croître plutôt qu'à se disperser. La courbure extrême aux frontières de la bulle amplifie exponentiellement toute imperfection. Imagine un crayon parfaitement en équilibre sur sa pointe. Mathématiquement, cette configuration est un équilibre. Les forces sont équilibrées. Le crayon peut théoriquement tenir en équilibre pour toujours. Mais la moindre perturbation, la plus légère vibration, le plus doux courant d'air fait basculer le crayon. L'équilibre est instable. La réalité physique ne peut pas le maintenir. Les géométries de distorsion ressemblent à ce crayon en équilibre, mais dans plusieurs dimensions simultanément. Les fluctuations quantiques, les ondes gravitationnelles de sources externes, les vibrations thermiques dans la matière générant le champ, les asymétries internes dans la configuration. N'importe laquelle d'entre elles pourrait semer des instabilités qui détruisent rapidement la géométrie.
la bulle ne se dégonflerait pas doucement. Elle s'effondrerait catastrophiquement, libérant une énergie énorme de manière qui s'avérerait fatale pour tout équipage. La relativité générale classique ne peut pas analyser complètement la stabilité pour ces configurations, parce que la courbure extrême nécessite des effets de gravité quantique que nous ne comprenons pas encore pleinement. Nos outils mathématiques échouent précisément là où nous en avons le plus besoin. Mais l'analyse qui est possible suggère que la stabilité présente des défis plus sévères que le problème de la matière exotique qu'elle était censée remplacer. Les configurations énergétiques, qui pourraient théoriquement produire une géométrie de distorsion, semblent être des équilibres instables, nécessitant des conditions parfaites que la réalité physique ne peut pas fournir. Les fluctuations thermiques seules déstabiliseraient la plupart des configurations proposées sur des échelles de temps microscopiques. Maintenir une bulle de distorsion assez longtemps pour un voyage interstellaire nécessiterait une précision de contrôle dépassant les limites d'incertitude quantique que la physique impose à toutes les mesures. Cela ne viole pas la limite, cela la déplace. De la matière exotique à la stabilité. La contrainte s'est déplacée, pas disparue. Résoudre le problème de la matière exotique a révélé que la stabilité présente une barrière tout aussi fondamentale. Et la stabilité interagit avec d'autres contraintes de manière qui complique la difficulté. Le problème de l'horizon devient plus sévère à mesure que les solutions tentent d'éviter la matière exotique. Les bulles de distorsion créent intrinsèquement une déconnexion causale entre l'intérieur et l'extérieur, quelle que soit l'énergie qui les alimente. Les signaux de l'intérieur ne peuvent pas atteindre la frontière de la bulle à temps pour influencer son comportement. Cette déconnexion crée des barrières fondamentales pour la navigation et le contrôle qui ne dépendent pas du type d'énergie qui maintient la bulle. Et puis, il y a le problème des collisions. Une bulle de distorsion voyageant à travers l'espace normal heurterait toute la matière et le rayonnement sur son chemin. L'espace interstellaire n'est pas parfaitement vide. Il contient environ 1 atome par centimètre cube en moyenne, plus les rayons cosmiques, les photons, les neutrinos et la matière noire. Un voyage de plusieurs années-lumière heurterait des quantités énormes de matière. Que se passe-t-il quand cette matière entre en contact avec la frontière de la bulle? La physique ici devient extrêmement incertaine parce qu'elle implique des régimes avec lesquels nous n'avons aucune expérience. Certains calculs suggèrent que la matière serait ramassée et accumulée au bord avant de la bulle, comprimée par l'espace qui se contracte à l'avant, en concentration de plus en plus dense. À la fin du voyage, la bulle arriverait à destination entourée d'une coquille de matière interstellaire comprimée à des densités extrêmes et chauffée à des températures énormes. L'énergie dans cette coquille comprimée pourrait dépasser les armes nucléaires par des facteurs limités uniquement par la distance du voyage. Arriver à ta destination signifierait arriver avec une arme capable de détruire une planète pointée sur tout ce que tu visitais. D'autres analyses suggèrent que la matière serait déviée autour de la bulle, plutôt qu'accumulée. La courbure extrême de l'espace-temps pourrait rediriger la matière entrante comme l'eau coulant autour d'un rocher. Mais même ce scénario plus optimiste implique des libérations d'énergie extrêmes. Le processus de déviation lui-même générerait un rayonnement intense. La matière accélérée autour de la frontière de la bulle, à des vitesses proches de la lumière, produirait des rayons gamma, des gerbes de particules et d'autres émissions dangereuses. Les deux résultats présentent de sérieux problèmes pour le voyage pratique. Une arrivée sûre semble impossible dans l'un ou l'autre scénario, et tout rayonnement produit par les interactions de la matière avec la bulle affecterait les observateurs le long du trajet du voyage. Une bulle de distorsion traversant l'espace interstellaire pourrait laisser derrière elle un sillage de destruction, irradiant tout ce qu'elle croise avec une intensité mortelle. Cette observation mène à des préoccupations plus larges sur les implications de la technologie de distorsion, même si elle pouvait être développée d'une manière ou d'une autre. Une bulle de distorsion est fondamentalement une arme d'une puissance sans précédent. Quel que soit son but prévu, les distorsions de l'espace-temps pourraient dévaster les surfaces planétaires. La libération d'énergie à l'arrivée ou à la terminaison
pourrait dépasser tout ce qui existe dans les arsenaux humains. Même une expérience de distorsion infructueuse ou instable pourrait produire des effets catastrophiques s'étendant sur des distances astronomiques. Ces préoccupations restent théoriques parce que les propulsions à distorsion restent théoriques. Personne ne démontre la capacité de manipuler l'espace-temps à des échelles macroscopiques. Aucune expérience n'approche des densités d'énergie nécessaires. Les préoccupations sont des projections basées sur la physique plutôt que des observations des faits réels. Mais elles illustrent pourquoi les physiciens abordent le sujet avec prudence malgré son attrait de science-fiction. Des technologies qui pourraient permettre le voyage interstellaire pourraient aussi permettre une destruction à des échelles qui rendent les armes nucléaires triviales en comparaison. La détermination apparente de l'univers à empêcher le voyage superluminique pourrait refléter des principes profonds qui préservent non seulement la causalité, mais quelque chose ressemblant à une sécurité cosmique. Peut-être que la limite de vitesse nous protège de nous-mêmes. Le schéma qui émerge de décennies de recherche sur la propulsion à distorsion est indubitable et sobre. Chaque solution à un problème en introduit de nouveaux, élimine les exigences de matière exotique et tu fais face à des barrières de stabilité. Résous les défis de stabilité et les impossibilités de contrôle émergent. Adresse les préoccupations de contrôle et les contraintes de causalité apparaissent. Contourne les problèmes de causalité et les instabilités quantiques se matérialisent. Les contraintes opèrent comme un réseau interconnecté, plutôt que comme des obstacles indépendants qui pourraient être vaincus un par un. Ce schéma suggère quelque chose de profond sur la relation entre les solutions mathématiques et la réalité physique. Les équations d'Einstein de la relativité générale acceptent de nombreuses configurations qui ne peuvent pas réellement exister dans l'univers physique. La théorie est trop permissive. Elle accepte des solutions que d'autres principes physiques interdisent. Les équations ne distinguent pas entre les solutions réalisables et irréalisables. Elles traitent la métrique d'Alcubierre avec la même validité mathématique que la métrique de Schwarzschild décrivant les trous noirs ordinaires. Les deux sont des solutions exactes, satisfaisant toutes les exigences imposées par les équations de champ. Les deux découlent du même cadre mathématique avec la même légitimité. Et pourtant, l'une décrit des objets que les astronomes observent à travers tout le cosmos, tandis que l'autre décrit quelque chose qui peut être fondamentalement impossible à construire. Cette asymétrie révèle que la relativité générale, malgré son extraordinaire succès dans la prédiction des phénomènes observables, ne fournit pas une description complète de la réalité physique. D'autres principes contraignent quelles configurations peuvent réellement exister, au-delà de ce que les équations de champ seules spécifient. Certains de ces principes supplémentaires découlent de la mécanique quantique. D'autres peuvent refléter des aspects de la nature que nous ne comprenons pas encore, ou que nous n'avons pas encore formulés dans un langage mathématique précis. Les équations fournissent des conditions nécessaires pour l'existence physique, mais pas suffisantes. Les configurations doivent satisfaire les équations de champ d'Einstein pour être physiquement possibles. Mais satisfaire ces équations ne garantit pas la possibilité physique. Des filtres supplémentaires opèrent que les équations classiques ne capturent pas. Les mathématiques sont trop permissives. La réalité est plus sélective. Le schéma des contraintes qui s'approfondissent dans la recherche sur la propulsion à distorsion suggère que ces principes supplémentaires opèrent en couches plutôt que comme une seule barrière. Retire un obstacle et un autre apparaît. Résout cela et d'autres encore émergent. L'univers semble défendre sa structure par des mécanismes redondants, s'assurant que certaines configurations restent impossibles, même si des barrières spécifiques sont surmontées. Cette redondance elle-même révèle quelque chose d'important sur l'architecture cosmique. Si une seule contrainte empêchait le voyage superluminique, une physique intelligente pourrait finalement trouver un moyen de la contourner. Une seule serrure peut être ouverte, un seul mur peut être escaladé, mais l'existence de nombreuses contraintes indépendantes, chacune séparément capable d'interdire les configurations de distorsion, suggère que le voyage superluminique n'est pas simplement difficile, mais fondamentalement incompatible avec la
structure profonde de la réalité elle-même. Les contraintes ne sont pas des coïncidences indépendantes. Elles se connectent les unes aux autres par des principes qui ne deviennent visibles que quand tu essaies de les contourner. Les exigences de matière exotique se lient aux théorèmes de focalisation. Les théorèmes de focalisation se connectent aux conditions énergétiques. Les conditions énergétiques se rapportent aux exigences de stabilité. Les exigences de stabilité impliquent des fluctuations quantiques. Les fluctuations quantiques se lient à la préservation de la causalité. Chaque fil mène à d'autres dans un réseau de renforcement mutuel. Considère ce qu'un univers permettant un voyage superluminique pratique nécessiterait réellement. La causalité devrait fonctionner différemment. Peut-être que certains événements n'auraient pas d'ordre temporel définitif, l'un par rapport à l'autre. La séquence claire de cause précédent-effet, qui rend la physique prédictive, se flouerait en ambiguïté. La mécanique quantique aurait besoin de modifications pour éviter les instabilités qui détruisent les configurations d'énergie exotiques. Les théorèmes de focalisation reliant l'énergie au comportement des géodésiques auraient besoin d'exceptions qui, d'une manière ou d'une autre, ne se propageraient pas en contradictions observables ailleurs. Chacun de ces changements aurait des conséquences bien au-delà des propulsions à distorsion, affectant tous les autres aspects de la physique de manière difficile à prévoir. La limite cosmique de vitesse n'est pas une règle arbitraire imposée sur un univers par ailleurs permissif, comme un règlement de circulation qui pourrait être aboli sans conséquence plus large. Elle représente une conséquence de la structure unifiée qui rend la physique cohérente. La violer déferait cette cohérence de manière qui affecterait tout le reste que nous comprenons des lois physiques. La limite de vitesse est un mur porteur dans l'architecture de la réalité. Pas une clôture qui pourrait être enlevée sans conséquences structurelles. Retire-le et le bâtiment s'effondre. La structure existe comme un tout unifié où chaque partie soutient les autres. Tu ne peux pas changer un principe sans changer tout ce à quoi ce principe se connecte. Et la vitesse de la lumière se connecte à presque tout. Cette perspective transforme la façon dont nous devrions comprendre la recherche sur la propulsion à distorsion et les décennies d'efforts théoriques investis dedans. Le travail explorant ces configurations n'est pas un effort gaspillé vers un objectif atteignable qui recule de manière frustrante. Il représente une sonde sophistiquée de la structure fondamentale de l'univers, utilisant des constructions impossibles pour éclairer les principes possibles. Chaque contrainte découverte nous apprend quelque chose sur les principes profonds régissant la réalité physique que nous n'aurions peut-être appris d'aucune autre manière. L'impossibilité des propulsions à distorsion est elle-même une découverte de signification profonde, révélant des connexions entre causalité, énergie, géométrie et mécanique quantique qui autrement ne seraient peut-être pas évidentes. Nous apprenons ce qui est possible en cartographiant soigneusement ce qui ne l'est pas. Le désir humain d'atteindre les étoiles court profondément dans notre espèce. Depuis le moment où nos ancêtres ont regardé pour la première fois le ciel nocturne et se sont demandé ce que ces points de lumière pouvaient être, nous nous sommes demandé ce qui se trouvait au-delà de notre petit monde. Les spéculations autour des feux de camp de la préhistoire sont devenues l'astronomie systématique des civilisations, qui est devenue l'astrophysique de l'ère moderne. Chaque avancée a révélé un univers plus grand et plus étrange que les générations précédentes ne l'avaient imaginé. L'échelle de l'univers progressivement révélée à travers des siècles de découvertes astronomiques semble presque conçue pour ridiculiser le désir qui a suscité notre exploration. Les étoiles visibles à l'œil nu se trouvent à des distances nécessitant des milliers d'années pour les franchir même à la vitesse de la lumière. Le système stellaire voisin le plus proche prendrait plus de 4 ans à atteindre si tu pouvais voyager à la limite cosmique de vitesse. Ce que tu ne peux pas. Les galaxies voisines se tiennent à des millions d'années-lumière, complètement au-delà de tout voyage humain concevable à travers l'espace normal, peu importe combien de temps tu serais prêt à passer. Les propulsions à distorsion promettaient une échappatoire à cet emprisonnement cosmique qu'impose la distance.
Si l'espace lui-même pouvait être manipulé plutôt que simplement traversé, les vastes distances pourraient devenir navigables par la géométrie plutôt que par la vitesse. La science-fiction a exploré cette possibilité pendant des décennies, dépeignant des civilisations qui s'étendent à travers les galaxies grâce à une technologie plus rapide que la lumière aussi couramment que nous nous étendons à travers les continents par l'aviation. Le travail théorique montrant que la relativité générale permet des géométries de distorsion semblait valider ces rêves avec l'autorité de la physique mathématique. Les équations n'interdisaient pas ce que nous voulions atteindre. Einstein lui-même avait ouvert la porte, bien qu'involontairement. Peut-être que l'univers était plus accueillant que son immense vide ne le suggérait. Le schéma des contraintes qui s'approfondissent délivre un message différent. L'univers nous permet d'imaginer le voyage superluminique dans un détail mathématique exquis. Il nous permet d'écrire des équations décrivant des géométries de distorsion avec une rigueur complète. Il nous permet de calculer quelle configuration de matière exotique serait nécessaire et d'explorer des alternatives quand ces exigences s'avèrent problématiques. Mais il nous interdit d'actualiser ces configurations par tous les mécanismes que la physique a découverts, opérant à tous les niveaux que nous avons explorés. Ce n'est pas de la cruauté, bien que cela puisse le sembler à ceux qui rêvaient d'étoiles à portée de main. Les contraintes qui empêchent le voyage superluminique fournissent aussi la structure stable qui rend notre existence possible. Un univers où la géométrie de l'espace-temps pourrait être facilement déformée par l'effort d'ingénierie serait un univers où la matière ne pourrait pas s'organiser de manière fiable en atomes, molécules, planètes ou êtres vivants. La stabilité de la structure atomique dépend de la constance de la loi physique à travers l'espace et le temps. Si l'espace-temps pouvait être couramment manipulé, cette constance se dissoudrait. La chimie deviendrait peu fiable. La biologie deviendrait impossible. La même rigidité qui frustre nos ambitions de voyage permet notre existence en premier lieu. La gratitude semble plus appropriée que la frustration quand on regarde les choses sous cet angle. Nous existons parce que l'univers fonctionne selon des principes stables qui empêchent la manipulation arbitraire de sa structure fondamentale. Ces principes limitent aussi nos options de voyage. Mais cette limitation semble être le prix de l'existence elle-même. Un univers que nous pourrions traverser à volonté pourrait être un univers que nous ne pourrions pas habiter. La prison et le foyer sont la même structure vue de différentes perspectives. Accepter les limites n'a pas besoin de diminuer l'émerveillement devant ce qui reste accessible. L'univers qui émerge de la physique moderne est étrange et magnifique, au-delà de toute imagination pré-scientifique. Plein de merveilles, qui ne nécessitent pas de voyage superluminique pour être appréciés ou explorés. L'espace-temps se courbe autour des objets massifs de manière que nous pouvons mesurer avec une précision exquise. Les particules quantiques existent en superposition jusqu'à ce que l'observation les effondre en état définitif par des mécanismes que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Le vide de l'espace vide bouillonne de création et d'annihilation virtuelle de particules. Une mousse bouillonnante d'activité quantique sous-tendant le vide apparemment calme. Les trous noirs percent l'espace-temps avec une courbure infinie, cachant des singularités derrière des horizons des événements qui marquent la frontière entre les régions accessibles et inaccessibles. Le Big Bang a créé l'espace lui-même avec toute la matière qui le remplit. Un début qui n'était pas une explosion dans un vide préexistant, mais une émergence de l'existence à partir de conditions que la physique actuelle ne peut pas décrire. La matière noire imprègne le cosmos, façonnant la structure galactique par la gravité, tout en restant invisible à chaque instrument que nous avons construit pour la détecter. L'énergie noire accélère l'expansion cosmique par des mécanismes qui restent complètement mystérieux, bien qu'elle constitue la majorité du contenu énergétique de l'univers. Ce n'est pas le cosmos stérile d'horlogerie de la physique classique, où tout se réduit à des boules de billard rebondissant prévisiblement dans un vide éternel. Il est dynamique, surprenant et fondamentalement mystérieux à ses niveaux les plus profonds.
Les êtres humains ont découvert une quantité énorme sur sa structure en un temps remarquablement court. Quelques siècles d'investigation systématique après des millénaires de spéculation. Mais nous avons aussi découvert combien reste inconnu, y compris les principes de gravité quantique, qui résoudraient complètement les questions sur la faisabilité de la propulsion à distorsion. La vitesse de la lumière représente quelque chose de plus profond qu'une limite de vitesse au sens où les règlements de circulation sont des limites de vitesse. Elle représente la vitesse à laquelle la causalité se propage à travers l'espace-temps, la vitesse maximale à laquelle l'influence peut voyager d'un événement à un autre. Elle représente le facteur de conversion entre l'espace et le temps dans la physique relativiste, la constante qui permet de mesurer les distances et les durées dans des unités compatibles. Elle apparaît dans les équations régissant l'électricité, le magnétisme, la gravité, les forces nucléaires et la structure de la matière elle-même. La manipuler signifierait manipuler tout ce que ces équations décrivent. Change la constante de structure fine et tu changes la chimie. Change la chimie et tu changes la biologie. Change la biologie et tu changes les conditions permettant notre existence et notre exploration. L'univers que nous habitons est un univers où la vitesse de la lumière régit la causalité. Nous pouvons imaginer d'autres univers avec d'autres règles, des royaumes hypothétiques où le voyage superluminique ne pose aucun problème théorique. Mais nous ne pouvons pas visiter de tels univers ni démontrer qu'ils pourraient exister de manière cohérente. Ils restent des fantasmes mathématiques plutôt que des possibilités physiques. La limite de vitesse n'est pas imposée sur notre univers de l'extérieur par une autorité cosmique de la circulation. Elle découle de la structure profonde qui définit ce qu'est notre univers. Un univers avec une vitesse de la lumière différente serait un univers différent à tous égards. Pas notre univers avec un paramètre modifié. Nous nous tenons sur Terre, regardant les étoiles, sachant qu'elles sont à jamais hors de notre portée rapide. La lumière des soleils lointains tombe sur nos visages, comme elle est tombée sur les visages humains pendant 100 000 ans. Nos ancêtres regardaient vers le haut avec émerveillement. Nous regardons vers le haut avec une compréhension qui leur manquait, mais avec le même émerveillement non diminué. Nous comprenons pourquoi les étoiles sont lointaines et resteront ainsi. Nous comprenons pourquoi les raccourcis que nous avons imaginés ne peuvent pas fonctionner malgré leur élégance mathématique. Nous comprenons ce que l'univers nous dit à travers les contraintes qui s'approfondissent et ferment chaque brèche que nous découvrons. Et dans cette compréhension, nous trouvons quelque chose qui transcende la déception des limitations. Nous trouvons un univers qui révèle sa structure profonde à travers les barrières mêmes qui l'érigent. Nous trouvons une physique qui nous enseigne la réalité à travers les impossibilités qu'elle découvre. Nous trouvons un sens dans l'exploration elle-même, quels que soient les objectifs atteints ou non atteints. Les mathématiques l'autorisent. L'univers résiste. Et dans cette résistance se cache une leçon plus profonde que n'importe quelle percée n'aurait pu offrir. La vitesse de la lumière tiendra bon. Les étoiles resteront lointaines. Et l'humanité continuera à apprendre, découvrir, s'émerveiller devant le cosmos qui nous permet d'exister, de penser et de comprendre pourquoi certains chemins n'existent que dans les mathématiques et les rêves. Si ce voyage à travers la physique t'a plu, appuie sur j'aime et abonne-toi pour d'autres plongées profondes dans les mystères de l'univers. Et si tu veux comprendre pourquoi les trous noirs courbent la lumière de manière qui aurait choqué Newton, la vidéo à droite te l'expliquera. Ou, si tu te demandes ce qui se passe quand deux étoiles à neutrons fusionnent, clique sur la vidéo à gauche. On se retrouve pour la prochaine.